Merci d'être venu en ces temps de dèche et de retrait et de renfermement. donc اليوم هو لقاء حول موضوع الطلاق في الجزائر. الطلاق في الجزائر, pourquoi? Parce qu'on sait beaucoup, on entend tout le temps parler, il y a plusieurs émissions en radio diffusées, télévisées, les journaux قال لك oui, c'est la catastrophe, c'est national ou donc on a voulu s'assurer qu'il y a, est-ce que réellement c'est une catastrophe nationale et est-ce que véritablement ce divorce pose des problèmes. Donc je vais laisser la parole à M. Fouad Nouar, directeur de division, pour l'ouverture en fait de cette matinée. Nous aurons tout le temps de discuter, de poser des questions et de débattre sur le thème. Merci. شكرا أستاذة. السيدة ميمونية رئيسة مشروع البحث الموسوم الطلاق الوالدية الوسم والتغير الاجتماعي. سي ديفورس بارونتاليتي ستيغما دي شونجمون سوسيال. بداية قبل أن ندخل في أشغال هذا اليوم بودي أن أرحب بالحضور الذين يشاركون معنا هذا النقاش. هذه الندوة النقاشية الثانية التي يخصصها قسم البحث والأنثروبولوجيا التربية وأنظمة التكوين. سبق أن ناقشنا خلال الندوة الأولى إشكالية تشغيلية حاملي الشهادات الجامعية l'employabilité des diplômés universitaires à partir des enquêtes réalisées au CRASC. Aujourd'hui, on va analyser, dans le cadre du projet de recherche dirigé par Madame Mimouni, la problématique du divorce. فقط أريد أن طبعا فقط للتذكير وأن إشكالية الطلاق التي نقوم بمعالجتها اليوم تدخل ضمن التراكم المعرفي الذي أنتج حول مسألة الأسرة وفاعلها خلال أكثر من 20 سنة. C'est plus de 20 ans que nous sommes en train de travailler sur la famille, ses acteurs et les changements. entre parenthèses بين مزدوجتين أيضا. طبعا نشكر السيدة ميموني التي تشرف على هذا المشروع، وأعتقد أن هذا المشروع سيكون ناجحا مثل المشروع السابق التي كانت قد أشرفت عليه، وهو la problématique des personnes âgées entre les deux rives de la Méditerranée qu'à l'avenir. Donc on a essayé dans un autre projet de recherche, piloté toujours par Madame Mimouni, avec un livrable Inseniyet, restituer les résultats sur la problématique des personnes âgées entre les deux rives, entre le Chouabine et le Chibani. Donc c'est un livrable. Et je suppose que la problématique du divorce va avoir la même publication. Je dis que la problématique du divorce est dans la continuité de la problématique des projets de recherche que nous avons réalisés au CRASC. Je peux citer, si vous permettez, madame, je peux citer l'ouvrage, le cahier Messenia dirigé par madame Memouni, Famille, éducation et changement social, on est toujours dans la problématique de la famille. Il y a l'ouvrage de Ekli Hadidi sur les jeunes filles en Kabylie, toujours dans la continuité du statut des jeunes filles dans la grande Kabylie, toujours un projet de recherche avec des résultats. Un autre projet dirigé par notre ami professeur Aïcha Benamar, École Famille, quel modèle éducatif. On est toujours dans cette problématique de continuation, et je cite en même temps, puisqu'on est en train de parler sur le divorce, on a analysé à un moment donné في لحظة معينة كنا قد ناقشنا مسألة تكوين الزوج, le processus de la formation du couple en Algérie. Aujourd'hui, on est dans la continuité, mais on cherche à dire. Donc, c'est un ouvrage un cahier qui a été dirigé par Noria Cameroun sur le couple. Voilà. Donc, je suppose que la problématique du divorce qui est traitée ici par les collègues du chef de projet rentre dans cette continuité en rapport avec les changements sociaux, parmi les dernières publications dans le cadre du TNF, on peut citer l'ouvrage du TNF de Madame Ousbeka sur la question de la famille urbaine. Voilà, donc on est dans cette problématique générale de la famille.
Le moment du divorce, je فقط قبل ما أعطي الكلمة للسيدة رئيسة المشروع, c'est que c'est un moment qu'on a discuté au sein de l'Univision, surtout à partir des chiffres de l'OMS à partir de 2013-2014. Il y a une certaine augmentation quelque part, mais en même temps une diminution du nombre de mariages. Le moment de la crise en Algérie avec la chute des prix du pétrole, le nombre de mariages ينقص, le divorce يبقى le niveau, et c'est pour ça que peut-être qu'on voit ça. Donc voilà, ربما نطلق السيدة رئيسة المشروع ستقدم لنا عرضا حول اليوم الدراسي كيف سينجز. أتمنى النجاح لهذا اليوم الدراسي الذي سنكون حاضرا فيه. فقط نذكر أنه deux autres problématiques toujours en rapport avec la problématique de la famille. Donc c'est les pratiques plurilingues dans les familles algériennes. Donc c'est un projet de recherche qui a été dirigé par Abdelhamid Belhaj et Philippe Blanchet, l'Université de Rennes 2. Et un autre toujours dans la problématique de la famille, la question des conflits dans la famille, la question de la délinquance juvénile. Donc c'est un projet qui a été dirigé par notre collègue Khadija Mqaddam et Laurent Mikhili. Voilà, Mikhili. Donc شكرا ونتمنى النجاح لهذه الجلسة ونفتتح الجلسة. Alors, je vais vous présenter très rapidement le programme que vous avez déjà. Donc, l'objectif, c'est d'interroger le divorce et les problèmes qui le provoquent, les facteurs, les affaires, mais aussi les vécus des enfants, les vécus des femmes. Peu, pas encore sur les hommes, mais c'est un projet qui est en cours. Donc nous n'avons pas des résultats définitifs, finaux, mais nous avons des résultats partiels. Donc nous espérons que ça va vous intéresser, que le débat va nourrir justement ce projet et nous permettre d'avancer et de développer peut-être d'autres axes ou d'autres, puisque nous avons le temps. Alors nous avons deux juristes, Monsieur Naoum, le professeur Naoum et Dr Nadia Aitezai, que vous connaissez, et qui vont nous développer le divorce en Algérie et avec les lois, les nouvelles lois, les anciennes et les implications de ce divorce sur le plan toujours juridique, bien sûr, sur les femmes et les enfants. Les deux communications de Tassadit Yassine. Tassadit Yassine, elle aborde la question, on l'aura en vidéo parce qu'elle n'a pas pu venir, mais elle aborde très brièvement d'ailleurs dans une vidéo de 8 minutes la question de la domination masculine et des résistances de la société face au divorce et aux différentes formes de divorce. Nous verrons. Nous avons également Yazid Benhounet. Yazid Benhounet, lui, il est anthropologue à l'EHSS aussi, comme Tassadit Yassine, et qui va aborder la question de la coparentalité. كيف يتقاسم الآباء الحضانة وحماية الأطفال إلى آخره، واش هي لكن انطلاقا من لي جوجمون، يعني من الحكم القانوني الخاص خلال الطلاق أو بعد الطلاق. ثم يعني الجلسة الثانية سندرس يعني جانب المعاش وجانب ايضا العوامل، باسكو نسيمه كلو دكتوره نسيمه كلو هي غادي تقدم لنا يعني حالتين، يعني 4 حالات اللي طلقوا بسبب وجود طفل معاق، عموما اوتيست وهانديكابي مونتال الى اخره. كيف يؤثر يعني
التخلف الذهني أو التوحدية على الحياة الزوجية وكيف يكسر هذه الحياة الزوجية. Oussama Mjahdi ou Amina Al-Sar, eux vont aborder la question de comment les enfants de divorcés voient leurs parents et parlent du divorce de leurs parents. Et enfin, Nourdine Khairani, chercheur permanent au CRASC, a fait une petite enquête auprès de juristes, particulièrement des avocats et avocates, comment ces juristes se représentent le divorce, les cas, le khola, comment il se dit. Et moi, bien sûr, je commencerai par présenter une petite enquête que nous avons faite sur el khola. Voilà. Donc, on commence la première session directement, qui sera présidée par notre collègue ami Hind Bouagada, chercheur permanent au CRASC, psychologue. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. يستعرض الباحثون في الجلسة الأولى فكرة شاملة حول ظاهرة الطلاق في الجزائر وفق مقاربات متعددة، وذلك في 5 مداخلات. أولى المداخلات تقدمها رئيسة مشروع الطلاق الوالدية الوصم والتغير الاجتماعي الأستاذة ميموني معتصم بدرة، أستاذة علم النفس بجامعة وهران 2 وباحثة مشاركة بالكراسك، والتي تتطرق من خلالها إلى ظاهرة الخلع في الجزائر، عرض المشروع وأهم نتائج التحقيق الميداني. فلتتفضل مشكور. شكرا. Donc, المشروع بسرعة هو المشروع c'est bon. C'est le chef. Donc المشروع تاعنا هو مشروع في 3 سنوات، c'est un projet établissement يعني داخل في الكراس، ce n'est pas une étude externe، ويعني هو يتطرق الطلاق لكن من كل جوانبه، ويعني تحديد الوصم وتحديد المعاشات والتأثيرات وتداعيات الطلاق على الأسرة وأنواع الطلاق. وفي ذاك الوقت يعني العام الماضي كنا مهتمين بالخلع، لأنه كان صار يعني اهتمام كبير ونقاشات ويعني pour contre اللي قال لك حرام واللي قال لك حلال واللي قال لك كذا الى اخره. Et ce projet il y a 3 chercheurs seniors et des chercheurs, des jeunes chercheurs que nous avons intégrés comme collaborateurs dans le projet. Les chercheurs seniors, c'est moi-même, professeur Tassadit Yassine, مشهورة يعني anthropologue في l'UHSS، ويزيد بن هنات أيضا في l'UHSS وهو anthropologue أيضا. Les collaborateurs sont Nassima Kullo, docteur Nassima Kullo, docteur Oussama Mjahdi et les docteurs, puis Amina Al-Sar ou Khairani Nourdine, c'est des doctorants qui vont bientôt, Inch'Allah, soutenir. Donc, هذه يعني المداخلة هذه تاعي ستتطرق نتائج المسح اللي درناه على الخلع وليس على الطلاق، على الخلع فقط. دونك كيف واش هي التصورات، واش هي التمثلات لهذا الخلع، واش كيف يعني يشوفوه المجيدين الى اخره. العناصر المداخله هي الطلاق في الجزائر حقيقه ام وهم. يعني ça on pose la question, est-ce que ils exagèrent un peu ولا حقيقة. ثم موقع الخلع من بين أنواع الطلاق ما نطرقولهاش بزاف هذه، بس عندنا الدكتور بروفيسور نعوم والدكتور ناجية التزاي qui vont aborder la question juridique، بعض النتائج الدراسة وتصورات الخلع وفرص.
alors الطلاق في الجزائر يقول لك الطلاق تزايد يعني كبير الى اخره. حنايا واش عملنا مشينا يعني ان ممبر دو ليكيب مشى للمينيستير دو لا جوستيس. Il a obtenu les chiffres que vous verrez là, ce sera les chiffres du ministère de la Justice. D'accord? Donc, هذا يعني هذه الانواع بون تعرفوهم يعني بالتراضي من الزوج فقط يعني هذا تاع الطلاق كيطلق طلقه الى اخره. المراه ب10 شروط محدده. ثم الخلع. الخلع كان مشروط برضا الزوج. الان يعني depuis 2005 اصبح يعني بدون هذا الشرط باسكو شرط قبول الزوج سي الغاء الخلع. Si vous dites il a قبل لك donc هذاك tant qu'à faire aller sur les شروط العشرة إلى آخره. Donc comme vous voyez les taux bruts de divorcialité, je ne sais pas s'il y a une souris quelque part, non? Bon. Pourquoi il n'y a pas de souris? Ou là c'est moi qui ne sais pas? Si, ça y est. Alors, on a donc essayé de voir les chiffres sur les taux bruts de divorcialité. Voilà. Donc, les taux bruts de divorcialité, on a 1,03 en 2006 et en 2019, 1,52. Ça, c'est les taux bruts de divorcialité. On a le taux de divorce. On a, en 2006, on a 11,72 et en 2019, nous avons 20,94. C'est-à-dire 11, quasiment le double. Quasiment le double. Donc, الطلاق حقيقة puisqu'il a doublé passant de 11 à 21 donc autant donc il y a نتيجة السؤال أن هناك تزايد في الطلاق puisqu'il a quasiment doublé même pour les taux bruts de divorcialité c'est énorme. الخلع قانون قديم جديد قديم في الشريعة الإسلامية موجود إلى آخره وكان مجهول من الأغلبية الساحقة في الجزائر محتوى ما كناش نسمعوا به. عمرنا ما سمعنا. أنا عمري ما سمعت به. Bon. Et donc c'est à partir de 2007 qu'on a commencé à entendre parler de خلع ورأينا بأن هذا مرتبط بإلغاء الشرط شرط قبول الزوج on n'est pas plus juste, on est juste dans la charia, on est toujours dans la charia, nous ne sommes pas sortis de la charia. Ça ne veut dire que là où on a تقدم وتغيير وتجديد, non, pas du tout. On est toujours dans la charia, c'est bien, c'est déjà ça, de gagner. Mais on a un autre changement que Madame Zay va aborder tout à l'heure. Donc, هو الخلع واش معناه أن حق المرأة في فك الرابط يسيء لها بطريقة أو أخرى. تقول ما نجمش نزيد معاه. Elle n'est pas obligée de donner des raisons. Donc, et ça rend fou certains détracteurs du khula. Parce qu'ils veulent kif, mais ils veulent non, mais c'est justement parce qu'elle n'a pas pu entrer dans les 10 raisons donc elle va dire je n'en peux plus. Mais ما نجمش نعيش معاه وانتهى. هل تزايدت أيضا là aussi nous avons une augmentation très conséquente. درت لها الشكل باش تكون عندكم فكرية يعني كيف alors الخلع درتو هذا le cas. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais on voit qu'il y a une augmentation, yani le 19, 20, 21 et 22. Donc 1% en moyenne, globalement, 1% par an, 1% par an. Et هناك نوع من التناقص
le divorce pas à l'amiable, qui est aussi envers, c'est une erreur que j'ai faite moi en mettant les deux verbes. Alors, c'est talaq, yani à l'amiable, qu'elle est 26, 26,7, 26,1, 27,4, 23, donc, et il arrive à 22. Donc, alors, pourquoi? Parce que quand nous avons fait des études de cas, nous avons constaté que de plus en plus des gens ما يقبلوش الخلع، يقولوا دير ما تبغي خلي طلقها بس ما تقولش خلع، دير سواء الاسباب العشره احد الاسباب العشره دير بالتراضي. دونك ça réduit, ça, il y a un moment où c'était important, mais ensuite ça a commencé à réduire parce que les femmes ont dit même et ça peut. On a également une baisse du divorce par la volonté de l'époux. Par la volonté de l'époux, بدأ يتناقص والخلع يزيد شوية. Alors donc on a fait cette étude à partir de, on a fait des entretiens avec des femmes, les talboul c'était Nassima, Oussama, Amina, on fait des et on a à partir de ces entretiens avec des femmes les talboul on a fait un questionnaire. Ce questionnaire, on est en plein, n'oubliez pas qu'on est en plein corona, la fin etc. Donc nous avons envoyé par internet, c'est sur Google Drive, et on a obtenu 234 réponses, من كل الولايات, mais sans que ça soit représentatif. Ce n'est pas représentatif. C'est juste que les جاوب. عندنا كاين 1%, كاين 5%, كاين 8%, كاين 10%, ça dépend des wilayas. Bien sûr, comme nous avons nos relais au niveau de Mostaganem, Oran, Tlemcen, Blida, etc. On a plutôt ces villes-là qui ont le plus répondu, mais on a un cas de Tamaracet, un de Jeffa ou deux, etc. D'accord. Donc, دراسة ليست ممثلة بل هي استكشافية. Donc plus tard nous ferons des études de cas plus approfondies يعني بدراسة نوعية. Donc on a 143 femmes et 93 hommes. C'est tout à fait courant. En général, on a 60% de femmes qui répondent dans toutes les enquêtes. Ce n'est pas particulier à cette enquête-là. Bon, الخلع غير معروف بطريقة واضحة. نقول لك نعرف شوية c'est 40% des répondants ont dit نعرف شوية. كاين 47%, donc moins d'une personne sur deux reconnaît qu'elle connaît le problème. Et 12% dit ما نعرفش, عمري ما سمعت عليه ولا ما نعرفش عليه ولا حاجة. و 20% يقول لك مكروه و7% يقول لك حرام كاريمون حرام مي 28% باسكو 30% يقول لك ما نعرف لا حرام لا حلال لا مكروه الى اخره. يقول لك هو مقبول في حالة حالة العيش بين الزوجين, يعني كي كنت سافيان انسوبورتابل او سافيان امبوسيبل الى اخره. دونك هو مرفوض لانه يسبب مشاكل للأطفال, مشاكل نفسية للأطفال. Donc on se préoccupe plus pour les enfants, des effets du collège sur les enfants que يعني des effets de la mésentente sur les enfants. يرفض واحد من كل 10 مجيب الخلع. احنا ما عندناش هذه, ما تندرش في عائلتنا, عيب إلى آخره. دونك تقول لك النساء والرجال, سي با كو النساء ولا كو سي با غير الرجال, مي اوسي النساء. كاين نساء يرفضوا لأن هذا معناه أن الهيمنة الذكرية ما زالت يعني قائمة وما زالت فعالة في المجتمع. Alors كي تشوف هنايا هذا القبول أو رفض الخلع, دونك il y a à peu près 26% pour les hommes et les femmes, mais les femmes sont 2 fois plus importantes à dire je serai neutre. وكان واحدة مرأة من الأسرة تاعي وما ولا أختي ولا بنت أختي ولا تحب تدير الخلع, qu'est-ce que je fais pour les hommes et pour les femmes. Donc pour les femmes,
les femmes sont 2 fois plus importantes à dire je serai neutre. 34 contre 15% des hommes. Je la soutiendrai et je l'aiderai. 14% des femmes et 4% des hommes. Les hommes sont beaucoup plus résistants. Évidemment, ils ont beaucoup plus à perdre peut-être à ce niveau-là. Et le sulh, رجال أكثر من النساء يعني النساء bon ils sont quand même 46%, mais 62% des hommes يقول لك نديروا الصلح إلى آخره. Mais il ne faut pas oublier que le صلح est une des caractéristiques de la culture algérienne. Généralement نصلحوا نحاولوا نجيبوا الجاه نديروا كذا إلى آخره. أثار الخلع على الذكر أو على الزوج يقول لك بأنه سيتألم، يخاف من النساء، il devient agressif avec les femmes، aura honte إلى آخره. La honte يعني الحشمة والعيب والعار il est souvent présent dans les réponses تاع اللي هذاك، لأن راجل كي تخلعوا مرأة تخلع روح نفسها منه ولا تخلعوا أو القرب من الحياة الأنثروبولوجية بالخلعة تخلعه دير له خلعة دير له خلعة تقلها بصح دير له خلعة. Donc sur le plan anthropologique c'est intéressant يعني cette notion de خلع qui est dans l'arabe classique peut-être très هذا mais dans l'arabe algérien الخلعة c'est alors بعض الاقتراحات تدور أساسا حول الوقاية بتربية الذكر والأنثى على التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل. توجور المرتبة الثانية سي الصلح، توجور الصلح بيناتهم ونحاولوا وكذا إلى آخره. Et la protection des enfants، حماية الأطفال. donc لحماية الأطفال يقل من الخلع. On va approfondir cette question plus tard, mais pour l'instant, ça reste. نجد مقاومة للخلع وعدم الارتياح. Ça crée un malaise. Les gens ne sont pas à l'aise. يقول لك لا هو بصح مرأة تقلع راجلها كيف هذه عيب. Donc il y a quelque chose, il y a un malaise. Même ceux qui sont pour يقول لك de préférence يسيبوا حل واحد آخر خير. Il vaut mieux qu'ils trouvent une autre solution que le khol lui paraît. C'est pas dans la culture courante يعني. الخل في ارتفاع متزايد رغم رفضه من طرف نسبة معتبرة من المجتمع ورغم التقنيع يقنعوه يعني هناك ربما نسبة أكبر من الخلع لأن كاين حالة جوستومون شفناها يعني في الخطوات قالوا لها قال لا ما تديرش ما تخليهاش دير ما ديريش الخلع ديري بالتراضي وركزوا على ولدهم ضغطوا عليه وقال لها دير بالتراضي باش ما ديرلكش الخلع تبهت لك قدام الناس. Donc vous voyez comment ça peut être vécu. Donc تقنيع وراء الطلاق بالتراضي أو من الزوج أو إلى آخره، لكنه حقيقة يعني في تزايد. Maintenant, quels sont les enjeux du divorce en général, les enjeux que ce soit khula ou talaq ou tatliq ou بالتراضي, cela ne change rien. C'est fait que le rabit al-usari et ça a des effets sur tous les membres de la famille. سواء المرأة أو الرجل أو الأبناء أو كذا إلى آخره. Maintenant, et en plus, sur le plan social, ça a un effet aussi sur le logement. C'est-à-dire que tous ces divorces et tout vont entraîner des besoins de logement double. كانت أسرة عندها سكن واحد maintenant أسرة عندها زوج سكن. Et ça, ça doit être, il faut des politiques publiques qui tiennent compte de ces situations, que cette augmentation, qui quand même c'est des milliers et des milliers de divorces sous toutes les formes, et donc peut-être dans les politiques publiques tenir compte de ces éléments-là, y compris dans la prise en charge, dans le soutien aux familles, aux enfants, aux femmes, aux hommes, etc. وشكرا على إصغائكم. مشكورة الأستاذة ميموني على النتائج المهمة التي قدمتها لنا حول دائرة الخلع في الجزائر. ننتقل إلى
المداخلة الثانية للأستاذ مراد نعوم، أستاذ قانون بالمركز الجامعي بمغنية، والمداخلة هي حول أنماط الطلاق في القانون الجزائري. يتفضل الأستاذ مشكور. معليش براحتك. لا انا من غير وقف معليش. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. أنا لازم جيت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعلا أنا جد مرتاح وسعيد جدا أنني أتواجد بين ظهرانيكم في هذا المركز الموقر والعتيق، وطبعا أجدني كل شرف وأنا أحضر معكم في إطراء موضوع من أهم المواضيع فعلا بعد الاطلاع على الإشكالية التي وضعت بصفة يعني مدروسة ودقيقة. فحتى المواضيع المختارة على الرغم من طبعا البرنامج القصير، ولكن كل موضوع فيها يحتاج إلى يوم دراسي لأهميتها، يعني التطرق إلى هذه المواضيع التي أصبحنا في حاجة إليها ولمفاهيم مغلوطة. وأنا يعني أولا أشكر يعني القائمين على هذه التظاهرة العلمية على دعوتي ومنحي هذه الفرصة لأقدم إن صح التعبير رسائل. وددت يعني وفي كل فرصة عندما أقدم محاضرات في المجالس القضائية بمناسبة مؤتمرات تلقى أود أن أعطي هذه الرسائل، وطبعا تحظى بالنقاش وقد نصيب وقد نخطئ وما إلى ذلك. فقط يعني أشكر جزيلا الأستاذة طبعا على العرض القيم. أقول فعلا ولست أجامل، قيم من خلاله تطلعنا إلى التفكير ويعني أولا الإحصائيات والمفاهيم الموجودة عند يعني المواطنين أو عند الأشخاص فيما يتعلق بالخلع والطلاق، والتي تحتاج إلى وقفة منا كمختصين، إن صح أن نسمي أنفسنا مختصين. طبعا وبين قوسين سعدت كثيرا بتواجد الأستاذة أيتزاي، كان لي معها لقاء وأتذكرينه، يعني كانت ضيفة في حصة تلفزيونية كنت مبرمجا فيها، وتدخلت بالهاتف وكان عندي شرف عظيم أنها كانت تصغي إلي. بارك الله فيك أستاذة. طبعا في يعني ألج الموضوع من طبعا يعني لكل مقام مقال. نحن مع مختصين في الأنثروبولوجيا وعلم النفس، فيجب أن تصيب كلمتي يعني أو تنطلق من مفاهيم قانونية لتصيب جوانب نفسية مهمة جدا. طبعا ظاهرة الطلاق يعني بدون أن نهول أصبحت يعني بأعداد هائلة جدا تفكك معها النسيج الأسري للأسف الشديد. وللعلم أن قانون الأسرة، أتحدث من منطلق قانوني وشرعي بحكم أن تخصصي شريعة وقانون منذ سنة 91 إلى أن نلت درجة البروفيسورة، فربما هذه الحظوة التي نلتها في طبعا دراستي مكنتني بعد تدريس مادة قانون الأسرة في الجامعة، مكنتني من إجراء بحوث جعلتني أتطلع إلى الكثير من النقاط، وللأسف الشديد مفاهيم مغلوطة جدا عند العام والخاص والمختص والمتعلم وحتى رجال القضاء والمحامين، ولست أعيب عليهم بقدر ما يعني ألاحظ عليهم ربما التقصير في البحث فيما يجب البحث فيه. لماذا؟ لأن قانون الأسرة مستوحى من الشريعة الإسلامية ببعض التحفظات طبعا، يعني في بعض، لكن بصفة عامة هو مستوحى من الشريعة الإسلامية كمادة الطلاق، مادة يعني الزواج بشروطه وأركانه، ومادة الطلاق والميراث، إلا في بعض التحفظات. لست هنا من أجل أن تكون كلماتي طويلة لكي أتعرض
إلى أنواع الطلاق بالتفصيل، ولكن أريد أن أقدم بعض المفاهيم أنطلق من يعني أولا عندما قالت الخلع فعلا أصبح من ضرب من ما يشعر به الزوج كعيب أنها يعني أنهت هي العلاقة. ونحن نعرف يعني عندي كم هائل بس تؤذن بماذا أبدأ فقط يعني هذه النقطة أردت أن أقف عليها. يعني الله سبحانه وتعالى يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني هذا من منطلق الحديث عن يعني القوامة والعصمة. الفرق بين القوامة الزوجية والعصمة الزوجية هناك من يخلط بينهما. القوامة هي إدارة شؤون البيت. الله سبحانه وتعالى قال يعني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، ما قالش الرجال على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني حتى النساء فضلوا على الرجال في شيء، يعني فضل الرجال بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن ما معنى القوامة؟ هذه القوامة التي يعاير بها النساء رجال. شوف بعدنا عن الدين كيف أصبح، وهي تفضيل للمرأة على الرجل. القوامة جعلها يكرم المرأة. فالقوامة هي إدارة شؤون البيت، وأعطى للزوج الله سبحانه وتعالى ما يستطيع به أن يكون قواما لتكريم هذه المرأة لكي تعيش في كنفه، وأعطى وفضل المرأة على الرجل بشيء لا يمكن أن يتحلى به الرجل مهما يفعل، وهي العاطفة. أعطاها العاطفة التي تدير بها شؤون البيت. إذن وبالتالي التربية والنشء وما إلى ذلك. فمهما يفعل الرجل لا يمكن أن يكون كالمرأة عاطفي. مرات يؤدب الزوج ابنه على فعل قام به فهي تعرف أنه مخطئ الابن وتهرع إلى إنقاذه من عقاب الزوج. لماذا؟ لأن العاطفة تدفعها. وبالتالي القوامة هي إدارة. العصمة هي ملك يعني أنه للزوج أنه ينهي العلاقة الزوجية، لكن لا ينهيها كما يريد عندما يكون سبب جدي. وبالتالي يعني هذه العصمة يمكن، وهذا ما يفر منه الكثير نسميهم معقدين، يعني تعقدوا الشرع. هناك آراء في الشريعة الإسلامية يمكن أن تشترط الزوجة يوم العقد أن تكون العصمة بيدها، وجائز الشرع. لما تراه هي أن الرجل عاطفي أكثر منها لأنه مرتبط بالعاطفة، وتشوف أن بقاء الزواج وبقاء هذه الأسرة لكي يطول عمرها تشترط أن تكون العصمة بيدها. لماذا؟ لأن الأصل أن العاطفة ليست موجودة عند الزوج، وبالتالي لا يمكن أن يتلفظ بالطلاق عدة مرات في اليوم لمجرد يعني غضب بسيط. لكن لو كانت العصمة في يد المرأة لعاطفتها لتلفظت بها في اليوم 12 مرة. والطلاق عندما يتلفظ به يقع ويرتب آثاره الشرعية والقانونية. وبالتالي جعلت العصمة في يد الزوج حتى يتحكم في هذا الأمر فقط. فعندما نقول يعني أعطيتكم الفرق بين القوامة والعصمة. الآن هذه يعني القوامة هذه يعني عندما أعطاها للزوج لكي يدير شؤون البيت، والعصمة في يده لكي يتحكم في هذه يعني لا يكون يعني الحد، يعني لا يضع الحد للحياة الزوجية إلا إذا أصبحت مستحيلة بأسباب متعددة، وسنطرق لها في مختصر سأعطيه لكم في القانون الجزائري يعني حول حالات الطلاق، أو كما اصطلح لها من طرفكم أنماط الطلاق في التشريع الجزائري. وبالتالي يعني هذه العاطفة حتى أنها تؤثر على حكم المرأة قد لا يكون صائبا، ليس لأنها مختلة عقليا، لأن العاطفة تؤثر عليها. وبالتالي يعني الله سبحانه وتعالى قال في الشهادة فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لماذا؟ لأنه بكل بساطة الزوجة أو المرأة عندما تشهد قد تؤثر عليها العاطفة وتعطي حكم غير صحيح وغير صائب وشهادة لعاطفتها. وإحنا نعاير المرأة ونقولوا ناقصة عقل. يا سبحان الله، ويعايروا بها يعطوها معنى هو مسلم، ويعطيها معنى غير الذي يقصده الله سبحانه وتعالى. ما معنى ناقصة عقل؟ ماشي معناها مختلة عقليا، ناقصة عقل لأن العاطفة تؤثر على حكمها، فلطالما يكون حكمها غير صحيح. هذه التي تنقذ ولدها من العقاب تاع الزوج، تعرف لها مخطئ، حكمها غير صحيح، ناقص.
فيمكن أن تشهد وشهادتها تكون، فيجب أن تكون مع امرأة أخرى مذكورة في القرآن حتى تذكرها بالشهادة. حتى لا أطيل عليكم. إذن هذه مفاهيم مغلوطة. عندما قلت هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الناس ما فهماش بأن الخلع هو أن الزوج يخلع الزوج، مش الزوجة هذا لم يعتبرها عيب، لا، خلع أصلي. الزوج يخلع، شبه الله سبحانه وتعالى المرأة باللباس للزوج وشبه الزوج باللباس للمرأة، فهو بحكم عصمته يخلعها لأن ما زال عصمة عنده. إذن يخلعها من عصمته كما يخلع الثوب بطلب منها وبغير رضاه. فهمتوا هذه النقطة؟ يعني عندما تطلب هي الخلع وبدون رضاه بالصفة اللي يخلعها من عصمته كما يخلع الثوب، هذا هو الخلع. مش معنى هو خلعاته، حتى عندما نقول خلعاته هذا مفهوم خاطئ. هو يخلعها بطلب منها وبغير رضاه. والآن لماذا الخلع انفجر في سنة 2005 انفجار وأثر على التركيبة الاجتماعية للأسرة، فكك الأسرة، لأنه أولا قبل 2005 كان يشترط فيه رضا الزوج، وهذا غير جائز في الشريعة الإسلامية، وإلا يصبح نوع من أنواع الطلاق بالتراضي فيه المال فقط، هو يولد ديفورس عالمية فيه غير البدل هذاك الصداق تاعها كيف. أما في 2005 عندما نزع رضا الزوج عاود أعطوه مفهوم خاطئ جدا. لماذا؟ لأن أصبح القضاة للأسف الشديد مع احترامي للسادة القضاة أصبحوا بمجرد أن ترفع دعوى قضائية يحكم بالخلع، والخلع فيه هو فيه جلسات الصلح. هو عندهم تفكير أن عندما تطلب الخلع ما كانش رضا الزوج يحكم لها بالخلع. حالات قليلة جدا جدا أين ترفض دعوى الخلع بعدم جديته، لأن المرأة المختلعة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت له؟ يا رسول الله إن زوجي يعني خلوق ومتدين لا أعيب عليه في خلق ودين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. مش كانت تقصد بالكفر مش كفر العقيدة، كفر العشرة، ما كره عشرتها فكرهته وملت معه المعيشة، ولكن هو كان لا زال يرغب فيها، هو يعني يرغب فيها وهي لا ترغب فيه. هل تسير العشرة الزوجية؟ لا، مستحيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل دور القاضي وقال لها هل تقبلين حديقته؟ قالت يعني بلى يا رسول الله. قال ايش قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذي الحديقة اللي هي الصداق اللي كان عطاها لها صداق، او قال لها خذي الحديقة وطلقها تطليقة امرها يعني بدون رضا. اذا الطلاق في 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 القانون الجزائري، طبعا وانا مربوط بوقت ويكون ان شاء الله فرصه في النقاش ويعني اي نقطه نناقشها بالتفصيل، يعني خاصه في مثل هذه يعني النقاط المرتبطه بالجانب النفسي. انا وددت ان لا افوت هذه الفرصه باش نعطيكم واحد الامر عنده ارتباط بالجانب النفسي، هو من اكبر اسباب الطلاق. الزوج يعني من اقسام الطلاق. طبعا في القانون الجزائري كاين طلاق بالاراده المنفرده يديرها الزوج باعتباره انه صاحب العصمه، وكاين طلاق بالاراده المنفرده للزوجه هو فيه ماده 53 حالات يعني العشر، وهذيك ماشي محصوره، هذيك راها مفتوحه لان اخر شرط هو كل ضرر معتبر شرعا، معنى حل بلاش المشرع. يعني الزوجه ما تكونش في احد الاسباب تقول لهم انا في السبب العاشر كل ضرر معتبر شرعا، القاضي اذا قدر باللي ضرر معتبر شرعا يحكم لها الطلاق. لكن قبل 2005 كانوا تجي هي تطلب التطليق بالاراده المنفرده يرفض لها، يقول لها ماكش في حاله العشر. لما جاء 2005 وقالوا رضا الزوج كامل النساء مشاو للخلع بمفهوم خاطئ. لماذا؟ لأنه ولا القاضي يحكم مباشرة، ولا يا عجب البذرة تاع الخلع نهار ولا ثقافة عندنا، البذرة نبتة ولا تزرع يوم العقد، نهار العقد الزوجة كي يقولوا الوالي شحال درتو الصداق يقول لها 2000 دينار جزائري. ما تنخلعوش، علاش 2000 دينار جزائري؟ هي تخمم نهار يتبان لها دير الخلع تخلص غير 2000 دينار جزائري باش
نعم. كاينه غير نقطه واحده اللي حبيت اذا ممكن. نعم. كاينه نقطه شوف الزوج لما يجي يطلق الزوجه تاعو لابد ان يعرف بانه اذا طلقها في حيض او في طهر مسها فيه حرام عليه يقع طلاق. هذا جانب نفسي. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى نعرفوا بان الزوجه كي تكون في حيض او في طهر مسها فيه نفسيا تكون حكمه بالطلاق خاطئ، يقع طلاق ويرتب الاثار القانونيه ويرتب الاثار الشرعيه، لكنه آثم عنده اثم كبير. معناه لابد كي يعرف بانها في حيض او في طهر يتوقف ويخلي الطلاق نهار اللي تطهر، نهار اللي تطهر يكون مشى الزعاف. وإلا يعني باش نقولها لكم بالدارجه باش تفهموها، وإلا قرر باش يطلق لا بغى مشى له الزعاف غادي يعطيها وسيله شرعيه باش تعتد العده الشرعيه اللي امرها بها الله سبحانه وتعالى. وش هي العده؟ 3 قروء. ما معنى القروء؟ القروء هما حيض وطهر، يعني سيطلقها في الطهر، سيطلقها وحكم لها الطلاق. اذا وش يجمع امور الطهر؟ الحيض اموره طهر، هو القرء الاول، عاود حيض وطهر هو القرء الثاني، عاود حيض وطهر القرء الثالث. كي تطهر الطهر الثالث تبين منه بينونه الصغرى. نشكر الاستاذ. نعم. اذا نخليهم للنقاش اي امر ربما حتى واستسمحكم ان كنت اطلت في الحديث. والسلام عليكم. نشكر الاستاذ مراد نعوم على المداخله القيمه، ونستدعي الاستاذه نادية أيكزاي من جامعة الجزائر 1، أستاذة قانون بجامعة الجزائر 1، والتي ستقدم لنا مداخلة دائما في المجال أو الجانب القانوني بعنوان حقوق الطفل أثناء الطلاق، فستقدم مشكور. ولديها في ذلك 15 دقيقة. Surtout que c'est un sujet qui m'importe beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir invité. Bonjour. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je le disais, c'est un thème qui m'importe aussi bien sur le plan de la femme que sur le plan des enfants, les droits des enfants. Entre le rôle, le divorce, les formes de divorce, que le code de la famille. Et moi, je vais être dans le droit positif, parce que c'est ça l'intérêt de notre journée et l'intérêt de nos recherches. Et bien sûr, comme a dit le professeur, le code de la famille a pour source effectivement le droit musulman, mais pas uniquement le droit musulman, parce qu'il y a aussi des techniques juridiques qui ont impacté la loi sur la famille. Alors, je reviendrai après un peu sur le rôle et le divorce et les formes de divorce en tout état de cause. Ce que nous a présenté Madame Moutassem, c'est quelque chose de très important dans la réaction de la population quant à cette forme de divorce qui est le problème. Peu importe la forme du divorce que va prendre la demande, il y en a plusieurs. Il y a 4 formes de divorce: le talaq, le tatlir, le khol, la volonté unilatérale et les 10 cas dans lesquels c'est le tatlir, dans lesquels la femme va demander ce divorce-là. C'est vrai qu'il devient fréquent, ce divorce. On a des chiffres. Mais les chiffres, moi je les lirai autrement. Si je dois mettre le khol, je dois le comparer à la volonté unilatérale, parce que le khol, c'est le corollaire de la volonté unilatérale. Donc si un jour on me dit il faut supprimer le khol, je dirais il faut supprimer la volonté unilatérale aussi, parce que le verset du Coran a trait à ces 2 formes de divorce, sans motif, et après on peut discuter sur sur avis, accord ou pas. Donc, dans ces formes de divorce, ce sont toujours les enfants qui vont en souffrir. On ne peut pas empêcher un divorce, mais tout de même, les enfants vont avoir des droits. Dans toutes les formes donc, de rupture du lien conjugal, l'intérêt de l'enfant doit être primordial dans la décision à prendre qui le concerne.
dans le Code de la famille, vous allez voir, il y a un tas d'articles qui vont parler de l'intérêt de l'enfant. Et aujourd'hui, depuis 2015, on a une nouvelle notion, mais qui n'est pas très loin de celle de la première, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui va être prise en considération, particulièrement lorsque l'enfant est en danger moral. Et c'est la loi sur la protection de l'enfant qui nous mène vers cet intérêt de l'enfant à prendre en considération donc dans les cas de divorce qui vont être jugés par le tribunal. Alors, cet intérêt supérieur de l'enfant, si la loi de 2015 en parle, la Cour suprême n'en a pas encore fait mention. La Cour suprême est toujours dans l'expression intérêt de l'enfant. Alors, à quel moment intervient effectivement à quel moment intervient la protection des droits de l'enfant dans ces formes de divorce? Elle intervient particulièrement déjà dans ce qu'on appelle les procédures et mesures provisoires en cours de procédure, lorsque le divorce, la procédure de divorce est entamée, lorsque ils sont en période de conciliation, l'intérêt des enfants, les enfants, donc il y a des mesures provisoires. Certains couples, et dans la plupart des couples parfois il y a des problèmes, donc certains couples, le père ou la mère, vont déjà intervenir pour la protection des enfants et demander l'attribution de la garde, demander la pension alimentaire. Ça, c'est des mesures provisoires, et d'ailleurs, il y a l'article 424 du Code de procédure civile qui dit « Le juge aux affaires familiales est spécialement chargé de la sauvegarde des intérêts du mineur ». Ça, c'est important, parce que c'est lui qui interviendra lorsqu'il faudra, s'il y a des mesures provisoires à prendre en cours de la procédure de conciliation, en référé, prendre des mesures donc de pension alimentaire, de logement, de garde, du droit de visite également. En attendant, bien entendu, le jugement définitif. Ça, la loi l'a bien établi et l'a bien mis en place. Pour la protection aussi des enfants, intervient encore dans cette pré-procédure, qui est celle de la conciliation, lorsqu'il faudra entendre l'enfant, l'audition de l'enfant. Est-ce qu'il faudra entendre l'enfant en cours de procédure dans la conciliation lorsqu'il y aura attribution de la garde? Ça n'est pas dans le Code de la famille, on n'en parle pas. Il faut aller chercher dans le Code de procédure civile pour voir qu'en matière de tutelle, on peut entendre l'enfant, mais cet enfant doit atteindre l'âge du discernement. Ça, c'est très important, donc, pour dire que, parce que vous avez certains juges qui ont du mal à entendre l'enfant. Mais de plus en plus, avec cette loi sur la protection de l'enfant, les juges aux affaires familiales entendent les enfants. Alors, ils ne le demandent pas, ils ne le soulèveront pas d'office, mais lorsque c'est l'avocat qui le demande, il peut éventuellement l'entendre, et ça se fait surtout, on a eu des jugements et arrêts lorsque la mère se remarie. Donc lorsque la mère se remarie, le juge pense qu'il faut entendre l'enfant en même temps que demander une enquête sociale. Donc l'audition de l'enfant est importante et elle est faite, donc c'est l'article 42 du Code civil qui fixe donc alors l'âge du discernement à 13 ans. Ça veut dire qu'à partir de 13 ans, cet enfant peut être entendu par le juge. Moins de 13 ans, c'est rare, mais ça se fait quand même. Ça se fait même. Je vous dis, on a eu des jugements où effectivement un enfant a été entendu lorsque sa mère s'est remariée et le père est venu donc pour reprendre la garde de l'enfant, mais le juge a été quand même assez positif en maintenant la garde à la mère, même remariée, parce que il a considéré que l'intérêt de l'enfant était et que son environnement social aussi était préservé.
Alors bien sûr, si je fais une petite incursion sur qu'est-ce que veut dire l'intérêt de l'enfant, il n'y a pas de définition de l'intérêt de l'enfant, mais on va toujours chercher dans la loi sur la protection de l'enfant qui nous donne des éléments de définition de l'intérêt de l'enfant. C'est important, de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et cet intérêt supérieur de l'enfant ou l'intérêt de l'enfant est surtout pris en considération dans l'attribution de la garde. D'ailleurs, la Cour suprême a dit dans l'attribution de la garde, je prends en considération l'intérêt de l'enfant et je remets même en cause l'ordre de dévolution de la garde. Parce que vous savez que dans le Code de la famille, l'ordre de dévolution, depuis 2005, la mère, le père, donc la filiation, ce qu'on appelle la filiation, oui, maternelle a été remise en cause puisque l'égalité, et n'oubliez pas parce que l'égalité a été introduite dans le Code de la famille pour rééquilibrer les rapports entre les époux. Et cette égalité, d'ailleurs je fais juste une petite incursion, cette égalité a fait disparaître la notion de chef de famille, a fait disparaître la notion du devoir d'obéissance. C'est pour ça que le débat ensuite, s'il peut être porté sur effectivement ESMA et puissance maritale, ceci a disparu à mon sens parce que l'article 36 aujourd'hui est venu dire égalité des époux dans la gestion de la famille et l'éducation des enfants. Ce qui était avant uniquement octroyé à la mère. Or aujourd'hui, le père entre aussi dans cette éducation et donc cette égalité a fait disparaître ces deux notions, chef de famille et soumission de la femme. Donc après on pourra un peu aussi discuter sur l'intérêt supérieur de l'enfant, cet intérêt qui peut être même au-dessus de la loi parce que vous l'avez vu, et en étant au-dessus de la loi, elle peut mettre de côté une disposition légale, comme ce que vient de faire la Cour suprême dans l'attribution de la garde. Elle dit, je ne tiens pas compte de la filiation paternelle, pardon, pas de la filiation maternelle, mais de la hiérarchie de l'attribution de la garde, je m'attache à l'intérêt de l'enfant. Ça, c'est très important. Vous voyez comment ça change. Alors, dans les effets du divorce, selon notre loi, et qui touche à l'enfant, on va avoir la pension alimentaire due aux enfants. Alors, cette pension alimentaire, je vous donne, bon, c'est prévu dans le Code de la famille, elle est attribuée en fonction de l'indice du coût indiciaire du coût de la vie économique des couples. Et en tout cas, à Alger, je ne sais pas ce qui se passe à Oran, mais je suppose que tous les magistrats font pareil. Le minimum, c'est 5 000 dinars. Ensuite, c'est en fonction de ce que la femme peut apporter comme preuve sur le salaire de l'époux. Et c'est comme ça donc va s'attribuer la pension alimentaire qui n'est pas suffisante. Parce qu'elle est due aux enfants, on le dit très bien, elle est due aux enfants, mais elle n'est pas suffisante. Et la possibilité qu'à la mère, parce que la pension alimentaire n'est pas toujours versée rapidement ou pas du tout, alors les formes de protection des enfants pour cette pension alimentaire, on a deux mécanismes, soit la saisie sur salaire, soit le fonds de pension de garantie. Et le fonds de pension de garantie, on l'a vu, il a atteint ses limites, puisqu'aujourd'hui, la loi de finances, que fait-elle ou que va-t-elle faire? Elle va supprimer le fonds de garantie jusqu'à 2021, 31 décembre, et elle l'a inclus dans le fonds de solidarité du ministère de la Solidarité. Donc le fonds de solidarité va s'appeler Fonds de la solidarité et de la pension alimentaire. Alors qu'ils auraient pu trouver les moyens pour alimenter ce fonds. Peu importe, c'est toujours parce que lorsque la connotation femme est là, présente, on a du mal à travailler des mécanismes. Et on reviendra sur ça aussi. Alors, la saisie sur le salaire,
le droit de garde aussi. Alors, la garde, c'est un droit de la mère. Or, ce qu'a fait le Code de la famille, il a introduit, en introduisant l'égalité entre les époux, il a introduit la possibilité, non pas la possibilité, mais le droit pour l'époux aussi de demander la garde. Donc, le principe qui était attribuer la garde à la lignée maternelle a disparu. Et ça, c'est un principe du droit musulman. Donc, le législateur l'a évincé. Ok, rapidement. Le législateur l'a évincé au profit, donc, d'une hiérarchie, la mère, le père, la grand-mère. Donc, il y a une incidence sur les enfants, c'est que ce droit de garde, qui est un droit de la mère, passe aussi comme étant un droit du père. L'un des effets aussi, c'est la tutelle sur la personne de l'enfant. Celle-ci n'a pas changé, c'est le père qui est tuteur des enfants. Par contre, en matière de divorce, la mère a la garde et la tutelle, mais il faut qu'elle la demande. Elle n'est pas de droit, il faut qu'elle la demande. Et il y a la possibilité aussi, pendant le mariage pour la femme, la mère, de suppléer le père lorsqu'il est absent. Et là, il est très difficile aussi pour la mère de prouver l'absence ou peut-être la maladie, elle pourra le prouver. Alors, un des effets aussi, et qui quand même protège les enfants, c'est le remariage de la femme divorcée qui constitue un motif de déchéance du droit de garde. Et là aussi, on a des chiffres du ministère de la Justice qui, au gré des affaires, octroient ou déchoient la mère de la garde de l'enfant. En tout cas, pour 2020, par exemple, il y a quand même 40% d'affaires qui ont laissé la garde à la mère. Et il y a des arrêts de la Cour suprême, en tout cas, ça, après je peux vous les donner, de la Cour suprême qui octroie la garde à la mère divorcée et qui se remarie, mais même qui quitte le territoire national. Donc, en matière d'arrêt de la Cour suprême, ils sont assez conséquents avec eux-mêmes. Alors, le logement, c'est aussi un des droits de l'enfant. On dit que c'est un droit de l'enfant. Or, là aussi, c'est dans le jugement de divorce, on va mettre donc le montant du loyer. Et souvent, on dit au père, ramenez un contrat de location, pour prouver que vous avez réellement trouvé un logement aux enfants. Et ce logement ne veut pas dire qu'effectivement la mère va aller dans ce logement, parce qu'il n'est jamais comme le même qu'elle a quitté, et c'est assez difficile après de trouver. Il n'y a pas. Sur Alger, il n'y a pas. Je pense que sur Oran, c'est exactement pareil. Donc les femmes retournent chez les parents, quand les parents veulent bien les prendre. Alors, et je vais tout de suite terminer par ça, on a aussi l'incidence du divorce sur les enfants pris en kafala. Alors vous savez, le code de la famille va dire oui, l'enfant pris en kafala a les mêmes droits que l'enfant légitime, mais on va se rendre compte que lorsqu'il y a un divorce, les juges ont du mal à juger la pension alimentaire, ont du mal à juger la garde. Alors ce qui fait que comme l'acte de kafala est fait au nom du mari, très souvent la mère va en déchéance de la kafala pour le mari et pour qu'elle lui soit réattribuée, pour qu'elle puisse l'avoir. Mais en tout cas, les juges, j'ai eu des arrêts où les juges ont dit les enfants pris en kafala n'ont pas les mêmes droits que l'enfant légitime, alors que la loi, alors que le code de la famille dit ont les mêmes droits. Et ça, comme quoi les juges n'ont pas encore assez intégré la chose. Donc voilà un peu, quelle que soit la forme de divorce, les droits des enfants sont protégés, mais vous allez vous rendre compte qu'ils sont liés aux droits de la femme. Le droit de l'enfant, c'est la conclusion, le droit de l'enfant est lié aux droits de la femme. Le logement, la pension alimentaire, mais nous, dans la pensée collective, lorsqu'on parle des droits de la femme, on a plus tendance à mettre en avant les droits de l'enfant, alors que si on n'en a pas donné à la femme, l'enfant n'en aura pas. Voilà.
S'il n'y a pas de logement, l'enfant sera à la rue. Si le père ne paye pas la pension alimentaire, l'enfant n'aura pas droit à l'entretien, alors que c'est un de ses droits. Et ça, c'est effectivement les conséquences un peu de la compréhension de notre législation qui fluctue entre la compréhension d'un droit positif qui n'arrive pas à s'ancrer et l'interprétation des règles du droit musulman qui ne sont que la source, mais un droit musulman qui a quand même évolué, un droit musulman dont on peut écarter les règles, un droit musulman qui est une œuvre humaine, parce qu'on ne peut pas rester sur ce qui a été fait au XIIe siècle, c'est une œuvre humaine, et ça évolue, et ça peut s'écarter. Ça a été fait pour beaucoup d'articles dans notre code de la famille. Je terminerai juste par ça. L'oncle qui était le tuteur dans le droit musulman de l'enfant, eh bien au décès du père, c'est la mère. Donc vous voyez, quand on veut écarter une règle du droit musulman, on l'écarte pour le bien-être de l'enfant. نشكر الأستاذة نادية أيدزاي على مداخلتها القيمة. ومن مناقشة ظاهرة الطلاق من منظور قانوني ننتقل إلى مناقشة هذه الظاهرة من وجهة أو من منظور أنثروبولوجي، وذلك من خلال مداخلة موسومة بالهيمنة الذكورية التقليدية أثناء الطلاق تقدمها الباحثة ياسين تسعديت، باحثة مشاركة بالكراست وأنثروبولوج في l'EHSS، وأيضا عضوة سابقة بالمجلس العلمي للمركز، وذلك عبر تحاور المرأة. Oui, bonjour. Donc, il s'agit dans cette communication de revenir au rapport de domination dans la relation du couple au moment du divorce. Évidemment, on peut détailler sur, disons, en dire davantage, mais en tous les cas, moi, c'était ça qui m'intéressait, c'est-à-dire comment, dans la relation homme-femme, et comment la tension durcit et arrive donc à produire des rapports de force qui sont terribles et qui sont même inimaginables. Comme si vous voulez, la tension extrême arriver à décoincer, arriver à libérer, disons, des forces destructrices, et donc il en arrive qui sont peu intelligibles en tous les cas dans la relation humaine et surtout dans le code. Ça va ? Oui, et donc alors, là où je voulais en venir dans cette intervention, c'était premièrement par exemple comment dans la société algérienne, la nôtre donc, comment la sémantique pouvait nous éclairer. Très très rapidement, d'abord se marier, comment est-ce qu'on désigne le mariage et comment est-ce qu'on désigne le divorce. Et le divorce, on sait très bien que c'est le fait de délier, le fait de désunir. Et donc si l'un veut dire unir, le second veut dire désunir, et que ce soit en arabe ou en kabyle, tlaq ou alors galouk qui veut dire lâcher, relâcher. Ce qui veut dire que le lien, donc la relation est une relation de lien très fort. Donc je passe sur les tas de rituels, dans certains rituels où justement où le mariage signifie lien, comment est-ce que il y a des images, il y a des faits qui le désignent. Et là où je veux en venir également, c'est par rapport au droit coutumier, comment est-ce qu'on désigne justement cette relation. Par exemple, il y a un terme qui montre que justement qu'une femme ne peut jamais être libérée. Et ce terme-là, en kabyle on dit tim'allaq ou tim'awwaq. Tim'allaq, ça veut dire c'est une femme suspendue, ou tim'awwaq c'est une femme embarrassée, gênée. Et qu'est-ce que ça veut dire par là? Parce que dans l'ancien temps, quand il y avait des hommes qui partaient s'engager dans l'impératrice par exemple et qui ne revenait pas, eh bien l'épouse était tenue de l'attendre tout le temps où il était absent. Tant qu'il n'était pas mort, tant qu'elle était là. Il y a encore d'autres cas que je ne voudrais pas citer, et ceci pour dire que qu'un homme, entre les sa famille,
peut garder une femme, disons, dans un temps illimité. Et on va retrouver ces situations-là dans l'exode rural, quand les hommes partaient en ville et la femme pouvait rester disons, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 10 ans, on en a connu jusqu'à 20 ans, et en immigration également, on sait très bien qu'il y a aussi des hommes, bon, disons qui pour ne pas mécontenter leur famille, ne divorçaient pas, mais laissaient la femme là et partaient donc refaire leur vie en immigration pendant que. Donc ce sont des femmes suspendues. Disons, il y a un terme juridique donc du droit coutumier qui est désigné. Et le grand visionnaire et saint qui s'appelait Cheikh Mohammed el-Hussein avait protesté contre cette coutume, et il disait qu'une loi n'est juste que si elle était universelle. Donc toutes les lois ne sont pas les mêmes, et qu'il y a donc des lois et des usages en tous les cas injustes. Donc il y a des détails, je peux vous renvoyer dans quelques bibliographies, j'ai déjà écrit là-dessus. Et le deuxième cas, auquel également je vous renvoie parce qu'il vient de paraître aux éditions Région d'Agir, c'est le cas d'une femme qui s'appelle Ourida, une femme tout à fait exceptionnelle, qui était analphabète, qui est née en 1936 et qui va se retrouver en Tunisie pour fuir la colonisation, qui va militer au niveau des jeunesses tunisiennes pour la libération de la Tunisie, et puis après elle va rejoindre la FNL, et puis elle a été ouvrière, elle a aussi milité au sein des syndicats, et donc cette femme va militer également au sein du FLN. Elle va être au sein du FLN en Tunisie et en France. Et donc en France, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va se retrouver dans une communauté algérienne, à Nanterre, et où elle était militante, une grande militante, mais en même temps, eh bien, il fallait comme si les hommes de la communauté voulaient l'obliger à respecter, disons, oui, de la tradition dans toute sa splendeur. C'est-à-dire redevenir une femme dans la cité et un homme, si vous voulez, entre guillemets, à l'extérieur, puisque cette femme était aussi porteuse de valises, elle transportait des fonds, elle transportait des armes, c'était une militante activiste. Et en plus de ça, elle était activiste féministe, c'est-à-dire qu'au sein du FLN, que ce soit avant et surtout après l'indépendance, elle a continué à militer au sein d'une cellule féministe algérienne, du FLN. Donc vous voyez un peu le statut de cette femme, et c'est une grande féministe. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'opposer à son mari, qui va lui faire toutes sortes de misères, qui voudra lui enlever son enfant, qui ne lui donnera pas de pension alimentaire, et qui ne voudra pas divorcer. Et donc là, vous allez voir, j'espère que vous allez lire son récit, je vais l'envoyer d'ailleurs à Badra, vous allez voir que ce divorce va durer des années, au moins 10 ans. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là justement, on revient à ce que je disais avant, ce que prévoit les droits coutumiers, c'est-à-dire que le mari la tient suspendue. Pendant toutes ces années-là, elle n'a pas le droit de disposer d'elle-même, elle n'a pas le droit d'amener sa fille en Algérie sans le consentement du mari, voilà. Et elle n'a pas le droit, en fait, donc elle vivait sous la contrainte pendant toutes ces années-là. C'était le cas de sa petite fille à l'école, et il y avait un chien qui l'a ramené, un chien de garde, qui pouvait, et donc elle était menacée, on voulait la tuer, et même le FLN voulait la pendre, parce qu'elle aurait désobéi à son maître, c'est-à-dire désobéi, faire ce qu'il veut. Donc vous voyez un peu, et je prends l'exemple de cette temporalité qui est très très importante, et que l'on va retrouver aussi dans, malheureusement, je veux dire, là c'est des cas qu'on connaît, mais on retrouve aussi dans d'autres cas, ça peut, on voit tous les pourvois en cassation, en France et ailleurs, et ça se retrouve surtout dans les cas de mariage mixte, que ce soit algérien-français, ou même entre d'autres pays, où justement l'élément dominant, qui est ici souvent le mari, va jouer sur le temps. Et le temps c'est très important, ça veut dire en fait, c'est tenir l'autre le tenir entre ses griffes, ne pas vouloir le lâcher, et le temps justement pour une femme c'est très très important, c'est très bien que la valeur temps a un rôle aussi sur le corps, et c'est socialement comment dirais-je, reconnu,
Et donc voilà, donc une femme, si elle a 35 ans et qu'on fait durer le divorce 15 ans, alors vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à 45 ans, dans certaines sociétés, elle est complètement, c'est sur ça que je voudrais, évidemment, j'aurais tant de choses à dire là-dessus, mais je m'arrête là, puisque de toutes les façons, les vidéos ne me permettent pas de dépasser 10 minutes. Merci. مشكورة الباحثة كسعيد ياسين على مداخلتها القيمة. ننتقل إذن إلى آخر مداخلة في هذه الجلسة والمعنونة بالقضاء وأحكام الطلاق، مكانة الأطفال في الأحكام القضائية في محكمة عين تيموشنت. يقدمها لنا الباحث يزيد السلام عليكم. باحث مشارك بالكراسك وذلك عبر تقنية التحاضر المباشر. Bonjour, j'enregistre cette vidéo parce que je ne vais pas pouvoir être présent le 4 novembre à Oran, au CRASC, pour parler de ma contribution au programme dirigé par le professeur Badra Mimi sur le divorce. Donc, ma contribution portait plus exactement sur l'exercice de la coparentalité au-delà du divorce, la manière dont les conjoints, dont les ex-parents assument conjointement des tâches parentales. Et je me suis, depuis quelques années, intéressé aux questions de parentalité qui permettent de repenser la famille en recentrant sur la question de l'enfant et en particulier la question de l'intérêt de l'enfant et de ses droits. C'est des considérations qui reprennent une certaine conception de la parentalité et des rôles et fonctions des parents. Et j'ai voulu, après une recherche menée au Maroc, alors que j'étais en poste au centre Jalbert Karabakh, j'ai voulu essayer de continuer mes travaux sur la parentalité, cette fois-ci en menant des enquêtes en Algérie, donc dans la wilaya de Tébouchet, dont je suis originaire. Mais ce travail a été impacté, comme la plupart d'entre vous j'imagine, par la crise de la pandémie, la crise de la Covid, et je n'ai pas pu faire jusqu'à présent mon terrain. Donc là pour le moment j'ai pu récolter quelques informations grâce à l'étudiant, l'assistant, et donc je vais essayer de développer quelques idées à partir de mes éléments que j'ai à disposition. L'idée, c'est de mettre en place, en tout cas, une enquête, d'approfondir un volet en menant des enquêtes dans la wilaya de Tébouchet, en me concentrant essentiellement sur les affaires de divorce et sur la question de l'intérêt de l'enfant. Donc, il s'agit de voir la manière dont l'intérêt de l'enfant est pris en compte dans les jugements de divorce, et dans les décisions s'agissant de la garde, les droits de visite, la pension alimentaire et les autres tâches en lien avec l'enfant. J'ai aussi la volonté de mettre en place des entretiens auprès de parents divorcés pour comprendre, au-delà du divorce, quelles peuvent être les contraintes dans l'exercice de la coparentalité dans des situations où il y a effectivement un ou plusieurs enfants. Donc, j'ai voulu mettre en place un premier terrain au tribunal de Ain Tébouchet. Donc, j'ai pas pu aller sur place à cause de la difficulté de pouvoir retourner en Algérie, l'absence de vol et en raison de la contrainte sanitaire. Donc, avec un étudiant en sociologie, j'ai réussi à avoir quelques éléments, mais dans un premier temps, j'avais l'objectif de me demander de récolter un certain nombre d'informations, des statistiques sur le nombre de divorces, notamment enregistrés dans la cour de Ain Tébouchet, le type de divorce aussi, les statistiques en fonction du type de divorce. Et on a eu, malgré la lettre d'appui du CRASC, des difficultés à obtenir ces informations, enfin, on ne les a pas obtenues du tout. Donc peut-être qu'il serait opportun pour la suite de la recherche
que le CRASC gère cela directement avec le tribunal. Je ne sais pas dans quelle mesure il est possible que la direction du CRASC puisse obtenir l'ensemble de ces informations, donc les statistiques du tribunal. Donc, à défaut, avec Ruder, on a dû donc contourner le problème et accéder directement à des jugements, non pas obtenus au niveau du tribunal, mais obtenus par les parents eux-mêmes. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas de statistiques et je ne sais pas quel est le nombre de divorces qu'il peut y avoir par an, par exemple, dans la cour dans le tribunal d'Ain Kenouchet. Je ne sais pas quelle est la part, justement, par exemple, des divorces par répudiation, par consentement mutuel, par collab. Donc, c'est un problème que je vais devoir régler. Donc, on appelle au CRASC éventuellement pour savoir s'il est possible d'obtenir toutes ces informations directement en sollicitant directement le président du tribunal. Parce qu'en priori, avec l'étudiant, ça n'avait été possible. Donc, on a contrôlé l'affaire et on s'est concentré. C'est juste un problème de timing. La vidéo fait 23 minutes. Notre collègue Ami Yazid Benoît a parlé d'une vidéo de 23 minutes. On va essayer un peu de raccourcir parce que j'ai visualisé la vidéo, les grands résultats et les débats ont fait la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais avancer un peu la vidéo pour être dans les temps. Voilà, je m'excuse, mais la vidéo elle existe, donc il est dans le détail, elle est voilà, je m'excuse. Mais on n'a pas de prise en considération des relations affectives, c'est-à-dire, en tout cas dans les jugements, ça ne transparaît pas. C'est-à-dire quel est le lien de l'enfant avec sa mère et son père, quelles sont les relations affectives. Et d'ailleurs, il y a a priori dans les jugements que j'ai pu voir, il n'y a pas de référence à des considérations, on pourrait dire, psycho-affectives. Quels sont les rapports effectivement que l'enfant entretient avec sa mère, avec son père. Ces éléments-là n'apparaissent pas. Mais pour le moment, on a là quelques indications sur les normes et en fait, le juge, de manière générale, applique assez de manière assez précise les articles du Code de la famille, en particulier ceux sur le divorce et ceux sur la garde, la hakana. Il y a très peu d'éléments qui viennent en plus pour essayer de comprendre les situations familiales dans ce qu'elles ont de spécifique. Il y a deux éléments qu'il faudrait, à mon avis, que je puisse développer. C'est ce qui se dit, mais ça, je ne sais pas s'il faudrait que je puisse avoir accès à les juges, au séance, ce qui peut se dire pendant les séances de conciliation. Et là, a priori, les jugements font mention de séances de conciliation, mais dans ces mentions-là, il est juste dit que ces séances ont pour objectif de ramener les époux à la vie conjugale et d'éviter le divorce. La question de l'enfant ne semble pas y être abordée, donc c'est quelque chose que je vais devoir approfondir, savoir ce qui se dit dans ces séances de conciliation, savoir effectivement est-ce que la question de l'enfant, de son intérêt au-delà du divorce est évoquée, et si oui, de quelle manière. Il y a aussi les éléments qui sont subséquents au jugement, c'est-à-dire par exemple la pension alimentaire, les questions de garde, qui se charge de vérifier que la pension alimentaire est bien versée, est-ce qu'il y a des assistants sociaux, des travailleurs sociaux ou des huissiers qui sont en charge de ce travail et comment
voilà, quelles sont les implications des jugements dans le quotidien des parents. Donc ça, c'est des éléments qui vont falloir que j'approfondisse. Et voilà, si je peux voir sur le terrain, c'est ce que je ferai dans les prochains mois, en espérant que la situation s'améliore et que les vols pour l'Algérie à des tarifs convenables. Le trouble case, le cas problématique que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est un divorce par rôle. Et il s'agit d'un divorce qui a donné lieu notamment à une séance de conciliation dans laquelle 400 000 dinars ont été accordés pour le divorce par rôle par la mère, pour qu'elle puisse divorcer, avec un désistement de la garde de la fille de sa part au profit du père. Donc il y a une invocation de l'article 66, donc je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'une renonciation ou si cette renonciation est liée à un possible remariage. Donc attendu, et ce qui est intéressant, c'est dans le jugement, c'est l'élément suivant: attendu conformément à l'article 66, la personne ayant la garde se marier avec une personne moins bien l'enfant par une parenté de degré prohibée est déchue de son droit de garde, celle-ci ne compromettant pas l'intérêt de l'enfant. Donc dans ce cas-là, c'est la mère qui exceptionnellement, par rapport aux autres jugements que j'ai pu voir, c'est le seul cas où le droit de visite ou le droit de garde est attribué au père et le droit de visite est attribué à la mère. Donc chaque vendredi et samedi, la moitié des fêtes et vacances. C'est le seul cas parmi les autre élément aussi intéressant, donc là, en tout cas sur ce cas-là, en tout cas qui date ce divorce qui date de 2009, peut-être qu'il faudrait que j'approfondisse parce que ça me semble être ce qu'on appelle un cas problématique, donc un cas qui change de l'ordinaire, qui permet de se rendre compte éventuellement des inflexions du droit. Peut-être qu'il serait intéressant de voir plus en détail ce qui a été fait pendant la séance de conciliation et si je peux avoir accès aux parents en particulier pour voir un petit peu ce qu'il en est de l'exercice de la parentalité au-delà de ce divorce. Ce serait, à mon avis, un cas intéressant. Un autre point que je vais mentionner aussi, c'est que le droit de garde, et là c'est une vision assez pragmatique, qu'on trouve dans le droit de la famille, qu'on trouve dans le code de la famille qui a été rénové en 2006, mais qu'on trouve aussi dans les jugements, c'est que le droit de garde est attribué, la tutelle sur l'enfant est attribuée systématiquement à la personne qui a le droit de garde. Donc dans les 8 jugements, dans les 7 cas, c'est la mère qui a le droit de garde. Il y a 6 cas où c'est la mère qui a le droit de garde et donc elle a en même temps le droit de la tutelle légale de l'enfant. Il y a un cas où c'est une remise en couple. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de question de garde et de tutelle de l'enfant qui joue, mais il y a une pension alimentaire qui a été attribuée pendant la période de séparation au profit de la fille. Dans le dernier cas, le cas problématique, la tutelle de l'enfant est attribuée au père qui en même temps la garde sur son enfant. Donc voilà, ça me permet de voir un petit peu quelles sont les logiques au niveau du droit et quelles sont de voir un petit peu comment le droit est appliqué. Bon, là, il s'agit juste de 8 jugements, donc ce qui serait intéressant pour moi, c'est d'avoir davantage de jugements pour voir si ces éléments-là, on les retrouve de manière récurrente. Mais là, cette vision de la mère qui est naturellement la personne la mieux placée pour avoir la garde
de l'enfant, qu'il s'agisse d'un divorce par répudiation, par consentement mutuel et par relève. Le père qui est plutôt le pourvoyeur, parce que c'est lui qui est censé payer la pension alimentaire à l'enfant et également la pension à son ex-épouse, et également qui a été aussi chargé de prendre en charge le logement ou le paiement du loyer à la mère et aux enfants, en particulier lorsqu'il s'agit d'un divorce par répudiation. On a donc ces logiques qui reviennent assez régulièrement. On a aussi cette notion d'intérêt de l'enfant qui est évoquée dans à deux, trois reprises, mais c'est une vision assez normative, c'est-à-dire que l'intérêt de l'enfant, c'est avant tout son intérêt, c'est d'être auprès de sa mère. L'intérêt, grosso modo, c'est d'être auprès de sa mère, et c'est son intérêt matériel, c'est-à-dire son intérêt matériel avant tout, c'est-à-dire d'avoir droit à une pension alimentaire et d'avoir un logement sous sa terre. Les questions, comme je disais tout à l'heure, psycho-affectives, les questions relationnelles semblent très peu abordées, en tout cas pour les jugements, ça n'apparaît pas. Donc c'est à voir, est-ce que ces questions-là sont abordées à un autre niveau, est-ce qu'il y a, est-ce que les juges sont sensibilisés à ces thématiques-là? Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour le système judiciaire et auprès des tribunaux qui sont censés un petit peu faire attention à ces thématiques-là? Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que j'approfondisse et que je mène en fait davantage d'enquête à Intelmotion dans le prochain mois. Voilà, grosso modo, pour une présentation de ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu analyser à partir des quelques éléments que j'ai pu avoir à ma disposition, en expliquant que la situation a rendu très compliqué l'accès au témoin. Après, sur les questions purement théoriques, hein, sur la parentalité, je ne vais pas développer. J'ai envoyé quelques pages là-dessus à Badra il y a déjà cela quelques mois. J'ai essayé d'articuler tout cela avec les éléments que j'ai à disposition. Et voilà, l'enquête continue. Il s'agit pour le moment juste de faire un point d'état. Voilà, je reste ouvert aux réflexions, aux questions. Et voilà, j'attends vos retours éventuellement et savoir comment on peut essayer d'approfondir ce sujet en ayant davantage accès à des données de première main, notamment des jugements de divorce, éventuellement des entretiens avec des juges. Voilà. Bon, merci beaucoup, bonne continuation pour cette journée, et puis à bientôt, Inch'Allah. Bonjour, salut, au revoir. إذا مشكور الباحث يزيد هونس على مداخلته.